bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors voilà, j'aurais voulu vous faire un témoignage sur ma personne, pas seulement pour parler de moi, non, mais de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, je vais commencer par le départ. Je suis gitan. Je suis né, eh bien, on va dire, dans une caravane. Quand je dis être né dans une caravane, c'est-à-dire, j'ai passé ma vie dans une caravane et j'ai voyagé de pays en pays. Étant enfant, j'ai vécu avec les gitans, bien sûr. Il y avait beaucoup de caravanes. Avec nous, on faisait les saisons. C'est-à-dire, quand je dis on était saisonnier, on faisait les haricots, les petits pois, on faisait le maïs. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ce matériel agricole. On faisait cela à la main. On faisait aussi les betteraves, les pommes de terre. Et quand il n'y avait pas, eh bien, de saison, on va dire, hein, parce qu'à chaque saison, il y avait, eh bien, soit les haricots, soit les petits pois. Après, c'était bien sûr les cerises qu'on faisait dans l'Yonne. Je vais dire, il y avait un temps pour les pommes de terre, un temps pour les betteraves aussi. Alors, et puis aussi, eh bien, l'été, on faisait la ferraille. Et on a fait souvent la ferraille. On faisait les décharges publiques, parce qu'avant, il y avait pas mal de décharges publiques, et on récupérait les ferrailles dans les décharges. Et mon père aussi avait les papiers de ferrailleur, et on faisait aussi la chine, eh bien, parmi les sédentaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les non-gadjos, les gens sédentaires. Et après ça, eh bien, ce qu'on récupérait, les ferrailles, eh bien, on allait au ferrailleur et on livrait la ferraille pour nous faire de l'argent. Mais à cette époque, la vie était vraiment dure, et je me rappelle que l'on mangeait des fois tous les 3 jours, et on ne mangeait pas à notre faim. Et comme on avait un morceau de pain, eh bien, on essayait de se le cacher, eh bien, pour pas le perdre, pour le retrouver le lendemain. Mais des fois, c'était pas toujours le cas, vu qu'on était 15 frères et sœurs. Des fois, on ne retrouvait pas ce qu'on avait caché, parce que c'était comme ça la vie, c'était chacun pour soi, malgré qu'on était frères et sœurs. Et je suis né aussi dans une famille où mes parents, bien sûr, eh bien, étaient aussi alcooliques. Et des fois, eh bien, on n'était pas toujours parmi les caravanes avec des autres gitans, mais des fois on était seuls. On était dans un pays qu'on appelait Bornel, dans l'Oise. Et l'endroit où on était arrêté, eh bien, on était arrêté dans les champs, loin de tout le monde. Et là, il y avait une décharge publique. Eh bien, les gens venaient, c'était la ville qui venait de vider les ordures ménagères. Et comme on ne mangeait pas tous les jours, eh bien, on mangeait dans les poubelles. Parce que des fois, les parents, ils oubliaient de revenir et on restait des fois 15 jours tout seul. Donc, on mangeait dans les poubelles. Et voyez-vous, je ne suis pas mort, je suis encore là. On peut dire que j'ai été élevé à la dure. Et comme des fois mon père, il revenait, eh bien, souvent il revenait, il avait bu, hein, c'est-à-dire, on était frappé, bien sûr, parce que quelqu'un qui boit, eh bien, il frappe ses enfants, il frappait aussi sa femme. Et on va dire par là que, après, eh bien, j'ai pris la fuite de chez moi, je me suis enfui de chez moi à l'âge de 12-13 ans, hein, et pour me réchauffer, je volais des voitures et je me mettais dans une voiture que j'avais volée, je mettais le chauffage, et là, eh bien, j'avais quelque chose de chaud, parce que je dormais dehors, même l'hiver, je dormais dehors dans les buissons, avec des bouts de chiffon enroulés après les pieds. Et de fil en aiguille,
en volant eh bien, des mobylettes, et après j'ai volé des voitures, et ensuite j'ai volé des véhicules d'épiciers, d'épicerie, vous savez, où c'est qu'il y avait à manger, et je prenais plein je veux dire, de nourriture que je cachais à droite à gauche pour essayer de manger à ma faim. Mais pour ça, pour moi, tout ça paraissait normal. Il fallait que je survive. Il fallait aussi que je rapporte aussi à manger à mes frères et sœurs. Eh bien, il fallait que je survive. Donc la vie n'était pas facile. Et à force de fil en aiguille, je me suis retrouvé en prison. Mais c'est vrai que les juges ne m'ont jamais demandé pourquoi que je faisais cela. C'est-à-dire, ils me jugeaient sur les faits, mais pas sur les choses, pourquoi je faisais cela. Et ensuite, eh bien, j'ai fait pas mal de prison. Et après, bien sûr, je ne me suis pas arrêté là. Après ça, j'ai volé eh bien, de la ferraille. Après, je volais du cuivre. Et après, il y a eu l'évolution. Bien, après, j'ai fait des cambriolages. J'étais en prison pas mal de fois. Ensuite, encore plus, après, eh bien, j'ai essayé de faire des banques, bien sûr, sans armes. Je faisais des coffres-forts. Je faisais aussi eh bien, des bijouteries. J'ai été pris à Tarbes. J'ai fait 7 ans de prison. J'ai nié, bien sûr. Il n'y avait pas de preuves, bien entendu, mais comme la police disait qu'elle me reconnaissait, donc, eh bien, la police, on va la croire, bien sûr, et moi, eh bien, j'ai été cuit, quoi, parce que la police a dit, toi, Dorkel, nous, on est témoins, nous, on sera cru, mais toi, tu es cuit, parce que nous, on sera cru, voilà. Et après, il me disait, eh bien, ton frère, eh bien, il a tué un policier, il a tué un des nôtres, il y a des choses qui se payent, eh bien, nous, on va témoigner contre toi, on va dire qu'on t'a vu. Alors, je veux vous dire, pour être franc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, il y a des choses que j'ai faites, c'est vrai, je reconnais, j'ai nié aussi ces choses-là, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites et puis que j'ai fait beaucoup de prison pour ces choses-là. Parce que la justice, s'il y a une justice, seule la justice de Dieu compte. Mais vous savez, cette justice qui nous juge, ce sont aussi des hommes qui sont pires que nous, alors qu'eux-mêmes devraient être jugés. Parce que j'ai peut-être volé dans ma vie, je veux dire, physiquement, j'ai fait du mal à personne, mais je veux dire, peut-être que moralement, j'en suis sûr que j'ai fait du mal. Parce que quand on fait des choses, vous savez, dans la vie, on est des fois obligé de passer par des personnes, on va prendre des fois leur voiture, on va prendre aussi des fois des choses où ils ont besoin. Mais moi à l'époque, je ne pensais pas à ça. Vous savez, je n'étais pas éclairé par le Seigneur et puis je ne pensais pas à ça, je pensais qu'à m'enrichir. Voyez-vous, et je suis allé travailler quand je faisais un peu d'argent, et bien je dis je vais toujours rester pauvre. Parce que pourquoi ça ne donnait pas assez? C'était juste bon pour un morceau de pain et puis voilà quoi. Hein, et voilà, je ne dis pas que si j'avais travaillé plus, que j'aurais peut-être fait des marchés, peut-être que j'aurais fait autre chose, mais ça ne me venait pas en moi-même, l'idée ne me venait pas. Donc, de fil en aiguille, eh bien, j'ai été dans diverses prisons. J'ai été à Écrouves, à la prison d'Écrouves, où c'est que c'était des barbelés, je me croyais dans un camp nazi. Donc, j'ai été à Écrouves, j'ai été à Tarbes, où je me suis fait arrêter quand j'étais à Lourdes. Et à Tarbes, là-bas, on m'a mis des bijouteries sur le dos, ici et ça. J'étais à la prison de Compiègne aussi, surtout dans ces années-là, c'était très dur. J'étais à Amiens aussi, à Amiens, qu'on appelait les 1000 briques avant, Amiens, parce que c'est une prison qui est faite avec 2 briques rouges. J'ai été à Amiens. J'étais à Chalon-sur-Marne, on a fait beaucoup de révoltes à Chalon-sur-Marne. Pourquoi? Parce qu'on mangeait mal, on était maltraités, on était dans des petites cours où il y avait Buffet et Banton, où il y avait eu Buffet et Banton qui avaient eh bien, pris des otages, l'infirmière et un surveillant en otage. Et on allait à Chalon-sur-Marne, on allait dans les petites cours qui avaient été eh bien, construits pour Buffet et Banton, alors qu'il y avait des grandes cours et qu'on nous mettait dans les petites cours. Et à cette époque, eh bien, on avait le droit d'avoir une douche par semaine. Et quand on allait à la douche, eh bien, le surveillant était dehors avec des robinets qui se trouvaient à l'extérieur de la douche. Et il disait, eh bien, j'ouvre l'eau,
savonnez-vous, bon maintenant je ferme l'eau, hein, nettoyez-vous, et je rouvre l'eau, rincez-vous, mais c'était pas toujours évident, eh bien parce que des fois on ressortait de la douche et on avait encore du savon sur nous, et ça, la douche passait, on va dire, peut-être 5 minutes, peut-être, voilà. Et je me rappelle aussi à la prison de Beauvais, quand j'étais en prison à Beauvais en 68, eh bien on avait encore les matelas avec de la paille à l'intérieur, on sortait dehors, et on brûlait la paille dans la cour, et on nous donnait une paille neuve, ça s'appelait de la mi-paille. Alors on prenait la paille, et on la secouait un peu, on l'étalait, et nos lits c'était encore des lits, on va dire, c'était des lits en fer bien sûr, avec une petite paillasse en dessous, pour pas qu'on touche un peu comment, la ferraille. Mais on n'avait pas de drap, on n'avait pas de drap, on n'avait pas de WC, hein, pour faire ses besoins, il fallait aller dans des seaux, on appelait ça des tinettes, et on vidait ça tous les jours, et chacun était de corvée, et on vidait ça tous les jours. Et à Beauvais, à la prison que j'étais, il y avait des cellules, il y avait aussi des chauffoirs qu'on appelait à l'époque. Et les chauffoirs, on était à peu près 15 par personne, et il y avait un chef de chauffoir, un détenu. À cette époque-là, il y avait les grades, hein, sur les épaules des détenus. Alors si on se tenait bien, on avait un grade en plus, un grade en moins, et ci et ça. Moi, c'était juste à l'époque où c'est que les grades, là, ça commençait à se terminer. Mais c'est-à-dire, si on faisait le mal, eh bien, on vous dégradait. Si vous vous tenez tranquille, eh bien, vous avez le droit d'écrire une lettre de plus. Et en plus, les lettres, ils étaient censurés, ils étaient coupés. Et quand il y a quelqu'un qui vous écrivait, on recevait que des morceaux de lettres. Parce que la censure de la prison avait passé dessus. Alors, il fallait deviner qui c'est qui nous avait, qu'est-ce qu'on nous avait écrit sur la lettre. Et il fallait, quand on envoyait une lettre, il fallait écrire le degré de parenté, frère, sœur, sinon les autres n'y avaient pas le droit. Il fallait vraiment que ce soit les frères et sœurs, et bien qu'on pouvait écrire aussi si on était marié à l'épouse. Mais sinon, il n'y avait pas le droit. Alors le mitard, bien sûr, à cette époque, j'ai connu, eh bien, le mitard, c'est-à-dire le cachot, la prison dans la prison. Eh bien, j'ai connu aussi, comme à Pontoise, cette rue Victor Hugo à Pontoise, à l'ancienne prison. Maintenant, c'est Oni, hein, c'est à côté. J'ai connu l'ancienne prison de Pontoise, cette rue Victor Hugo. Eh bien, j'ai connu aussi l'eau et le pain sec, parce qu'à l'époque, quand on faisait quelque chose, le directeur avait le droit de vous mettre à l'eau et au pain sec, voyez-vous. Alors on passait devant vous, il y avait la gamelle qui était là, bien sûr, qui était infecte, mais il y avait quand même quelque chose à manger. Mais à vous, on vous donnait la moitié d'un pain à midi, et la moitié d'un pain le soir, et une cruche d'eau, parce que dans les cellules, il n'y avait pas l'eau. Et je me rappelle à Beauvais, où j'étais dans les années fin 67, commencement 68, eh bien, il n'y avait pas de chauffage, on va dire, comme on a aujourd'hui. On avait un feu, ça s'appelait une cloche, et on nous donnait 5 kilos de charbon pour la journée, et quand on arrivait à 2-3 heures de l'après-midi, il n'y avait plus de feu, et je me rappelle, on nous donnait des pois cassés à manger, c'était des pois cassés vraiment à l'eau, et on faisait des boulettes, et on mettait les pois cassés dans le feu pour pouvoir se réchauffer. Mais alors tout ça, c'est la prison, voyez-vous. Donc j'ai passé par diverses prisons, plus de 20 prisons, voyez-vous. J'ai même fini, la dernière prison, c'était la centrale de Poissy. Là où j'ai connu, bien sûr, il y avait Francis le Belge. Il y avait, à la centrale de Poissy, j'ai connu aussi, eh bien, Charlie Boer, hein, l'ami à Messrine. Vous savez, dans les prisons, on connaît toutes sortes de personnes. J'ai connu aussi un brigadier de police, eh bien, qui avait braqué avec son pistolet, et qui était dans cette cour, et moi j'avais fini ma prison, il me restait 3 mois, donc j'allais dehors, et puis pour ceux qui sortaient comme ça, qui étaient dehors, qui travaillaient dehors, eh bien dans la prison il y avait une cour spéciale pour eux qui se rapprochait de la liberté, vu qu'on allait travailler dehors, on nous faisait plus confiance. Et puis là, ce brigadier, je me souviens, eh bien il était là, personne ne lui parlait parce que c'était un brigadier de police. Et moi je lui parle, il faisait froid, je me rappelle, il était en chemise. Et je lui parle, mais je lui dis, tu dois avoir froid comme ça, et ci et ça. Et il me parle.
Et je dis j'ai quelque chose pour toi. Donc j'ai été lui ramener une veste à ce brigadier de police. Alors quand dans la prison, bien sûr, on donne aussi des manteaux, parce qu'à l'époque, on appelait ça les vestes pénales, des vestes grises. Et ces vestes grises, les vestes grises, eh bien, elles étaient faites à la maison centrale de Nîmes. Mais là, je ne sais pas pourquoi, cet homme, eh bien, ce brigadier de police, bien sûr, qui avait braqué, qui avait pris, je ne me rappelle plus, je crois qu'il avait pris 7 ans. Et je commence à parler avec lui, et puis il me dit, tu vois, je lui dis mon nom et tout, je dis que je suis gitan et tout. Ben, il me dit, tu vois, ceux de ma race, hein, ceux qu'on appelle, eh bien, que tu appelles les gadjos, parce que j'ai parlé un peu, après j'étais avec lui. Eh bien, il dit, ces gens-là, ils n'ont jamais rien fait, ils veulent même pas me parler. Mais il me dit, toi qui es un giton, eh bien, je vois que des fois on juge mal. Et c'est vrai que dans tous les gitans, c'est comme dans toutes les nations, il y en a des bons et des mauvais. Et je ne dis pas ça pour me glorifier, mais je dis ça pour les mentalités des gens, je dis ça aussi, voyez-vous. Parce que on dit des fois, le monde eh bien, nous assaille, le monde eh bien, nous met sous pression, mais déjà dans notre cœur, on doit aussi eh bien, voir notre prochain. Alléluia, voyez-vous. Et moi je parle de ça en tant que chrétien, alléluia. Donc j'ai été dans pas mal de prisons, j'ai été aussi à Orléans, à la prison d'Orléans. Voyez-vous, j'étais encore, je vous ai dit, j'étais à Beauvais, à Chalon-sur-Marne, à Dijon aussi, hein, rue d'Auxonne, à Dijon, dans les années aussi 69-70. Voyez-vous, c'était très dur à cette époque-là. Quand un surveillant, un brigadier rentrait dans la cellule, il fallait dire fixe. D'ailleurs, s'il y a des anciens qui voient ces vidéos, ils doivent dire c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'ils ont dû connaître aussi cela. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la prison, bon maintenant ils ont un peu le tout en prison, ils ont les comment on va dire, les frigos, c'est-à-dire la prison, bon ben c'est moderne, on va dire, hein, voilà, ils peuvent téléphoner, alors que quand j'avais été, moi, à l'époque, eh bien, on avait le droit de rien, même pas un jeu de cartes, rien du tout. Et quand on vous mettait au mitard, eh bien vous mettez au mitard, hein, dans le cachot dans la prison, hein, on vous mettait en slip. Et si c'était l'hiver, il n'y avait rien du tout pour vous chauffer. Il y avait juste une petite lumière et puis une lucarne fermée à 3 mètres. Et puis c'était des glaces qu'on ne pouvait pas voir dehors, voyez-vous. Et je me rappelle à Beauvais, eh bien, il y a des gens qui travaillaient, ils faisaient des pièges à moineaux, parce qu'à l'époque ça existait, hein, les pièges à moineaux. Voilà, il y en a qui faisaient à Dijon, eh bien, on faisait la moutarde en prison, parce que c'est le pays de la moutarde. Voilà, alors voyez-vous, j'ai passé par divers trucs, et ci et ça, et quand je ressortais de prison, pour moi, eh bien, si j'avais loupé, il fallait que je recommence. Il fallait que je recommence. Et puis, bien sûr, eh bien, on me prenait, on me mettait après les dossiers qui n'étaient pas classés, eh bien, la gendarmerie me prenait, le commissariat, c'était le commissariat qui se déplaçait à la gendarmerie, qui me questionnait, et puis alors il y avait des dossiers immenses, Et ils voulaient se débarrasser de ces dossiers, ils me les mettre sur le dos, ça, c'est évident. Et je me rappelle une fois, chez moi, ils sont venus, et le GIGN, eh bien, il avait jeté des grenades chez moi. Ils étaient venus, derrière moi, ça a dû se passer ça en 80, et là je faisais rien, parce que le Seigneur le sait, déjà le Seigneur était dans mon cœur, je faisais rien, mais comme dans la mentalité des gens, eh bien, pour eux, on est toujours dans le business, eh bien... À 6h du matin, le GIGN, il était venu d'acheter des grenades lacrymogènes. Ils m'ont gazé, ils m'ont mis peut-être, je ne sais pas, combien il y a de personnes autour de moi qui m'ont mis du gaz dans la figure. Et j'avais la peau qui pendait comme ça, voyez-vous, tellement... Parce que le gaz, il m'avait brûlé la peau du visage. On aurait dit un insecte qu'on voulait se débarrasser. Ils m'avaient mis les melottes dans le dos et ils étaient venus avec des camions militaires. Il y a des gardes mobiles qui étaient venus, ils étaient venus avec des jeeps. Ils étaient venus à peu près 150 personnes, alors que j'étais au lit, puis que mes enfants, eh bien, ils étaient dans la caravane. Et quand j'ai entendu les grenades le matin qu'ils explosaient comme ça, eh bien, je croyais que j'étais attaqué. Alors, je ne pouvais pas me réveiller tout de suite, j'étais encore endormi, et d'un seul coup, j'ai été happé par une armée de gardes mobiles, et puis gazé et emmené, et ils m'ont mis des machins sur le dos que jamais de ma vie j'ai fait ça. Et au bout de 2 mois, bon, bien sûr, j'ai eu une relaxe. J'ai fait 12 jours la grève de la faim en prison, j'ai été à Fresnes. Et là, j'ai connu encore des personnes qui faisaient la grève de la faim. Je me demandais qu'avec le temps qu'ils avaient mis pour faire la grève de la faim en eux-mêmes, qu'ils n'étaient pas morts.
Voyez-vous, c'est quand même bizarre quand même, des fois on croit, on dit on va peut-être pas manger pendant 4-5 jours et puis on va mourir. Non, non, non. Si on boit de l'eau, on peut aller loin. J'ai vu des personnes qui ont été loin, très loin. D'ailleurs, il y en avait un avec moi qui faisait 3 mois qu'il faisait la grève de la faim, il n'était pas mort. Non, non, alors moi qui arrivais, qui commençais à faire la grève de la faim, ben je dis, ils vont pas s'occuper de moi comme ça. Si déjà ils ne s'occupent pas de cette personne-là, et j'en ai connu un autre, eh bien une autre personne aussi dans la prison à Fresnes, eh bien lui ça faisait 6 mois mais il était sous perfusion. Et quand ils m'ont mis avec lui, c'était pour me décourager, quand ils m'ont mis avec lui, quand j'ai vu ses yeux qu'ils étaient rentrés dans les orbites de ça, et puis qu'il n'avait plus de cheveux sur la tête, et puis que les pommettes elles étaient saillantes, et puis qu'ils avaient mis un tabouret en bois, mais qu'ils avaient, ils avaient mis des couvertures sur le tabouret, et puis moi je croyais voir quelqu'un, un revenant d'un cimetière. Et puis il me parle, il est très gentil cet homme. Il me dit Charles, il me dit normalement, il dit on doit être libéré, mais comme je fais partie des brigades rouges là, à l'époque en Italie, je ne sais pas, mais je crois que c'était ça. Il dit s'ils veulent me mettre là-bas en Italie, j'y vais là-bas, je suis mort. Et bien que je sois libérable, donc je préfère pas sortir de prison. Il dit c'est pour ça que je fais la grève de la faim, mais on veut toujours m'emmener là-bas. Donc il dit je fais la grève, je fais la grève. Et cet homme, bon j'aurais beaucoup à dire sur cet homme aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Eh bien je vois encore cet homme là, on lui donnait des comment qu'on appelle ça, des berlingots de soupe. Et il a mis ça sous une bâche dans la cellule, hein, dans la même cellule, il dit regarde toi tout ça là, normalement je devrais les boire. Et voilà, et lui, cette personne là, eh bien vraiment, surtout que le soir là-bas,